beaucoup à tous. Vous avez tous les noms, donc je ne leur présente pas, mais vous pourrez le faire au bord de la table ronde. Ce que je propose, puisqu'on a eu la chance d'avoir quand même un film avec les vieux et les vieilles, je prends l'expression de ma voisine, on travaille beaucoup ensemble, et je pense que ce qui est vraiment indispensable dans un débat où on parle des vieux et des vieilles, de nos aînés, c'est d'abord leur parole. On l'a bien vu dans la dernière table ronde. Et parler de l'éthique, si c'est pas d'abord et avant tout se questionner sur ce que souhaitent les personnes, on n'est pas dans la prise en charge, on est bien dans comment peut-on accompagner en fonction de ce que vous souhaitez. Et donc Marie-Françoise, c'est, je pense, absolument clé dans ces journées que vous plantiez réellement le décor. Qu'est-ce que souhaitent les vieux et les vieilles? Merci. D'abord, je suis très très heureuse d'être ici. Bonjour à tous. C'est une grande chance qui nous est donnée. Être vieux, c'est être une personne qui vit une période de vie assez nouvelle. Pas très développée jusqu'à présent, mais nous sommes une telle cohorte maintenant qu'il faut bien s'en occuper. Et je pense que nous sommes une personne qui a beaucoup de chance. J'ai franchi la frontière, on dit que le grand âge commence à 86, alors j'ai largement franchi. Et dans notre association, la majorité des personnes généralement sont dans leur huitantaine. Alors, cette chance extraordinaire de parachever un chemin de vie, c'est quelque chose qui n'est pas complètement programmé. Et malheureusement, trop souvent, on focalise, on met en lumière tous les aspects de déficit médical en plus, ce qui fait qu'on fait de nous des grands malades. C'est pas tout à fait vrai. Je crois que plus de 80% d'entre nous ils ont quelques mini-pluri-handicaps, enfin bon, mais ça ne fait rien, ça ne nous empêche pas d'être des partenaires. Nous avons horreur d'être des objets de soins et de ne pas être des partenaires. On parle beaucoup de l'empowerment maintenant du patient, mais l'empowerment du vieux n'est pas encore advenu vraiment très fortement. Je crois que c'est très très important et que cette période de vie durable qui nous est offerte, c'est prodigieux et il faut que ça se vive dans une dynamique participative forte. Il faut que nous soyons partie prenante et je pense malheureusement que nous sommes peu représentés. Je suis très contente de pouvoir l'être, mais je me sens un peu seule de mon espèce. Bah, les proches de 90 ne sont pas très nombreux. Bravo. Mais c'est très important et je pense que quand il s'agit de nous, c'est majeur que nous soyons présents. Alors, merci beaucoup de m'avoir invité, et puis je laisse la parole, après on reprendra. J'avais juste placé votre slide, parce que vous oubliez tout au début quand même. Alors, nous avons deux slogans très importants, c'est plus si jeune, on se dit plus si jeune, et pas si vieux, parce que précisément, nous sommes dans un état qui nous permet d'être des participants, des apporteurs à la société. Apporteurs dans le domaine relationnel, c'est majeur. Le domaine médical, c'est une chose. Le domaine relationnel, le domaine des compétences, des capacités, c'est formidable. Alors, ça, c'est notre page descriptive de nous. Donc, vous découvrez, il y a découvrir, participer, créer, innover, transmettre et ensemble. Alors voilà, c'est tout un programme. On aura peut-être l'occasion d'en dire quelques mots après. Merci beaucoup Marie-Françoise. Ce que j'aimerais, c'est que chacun vous réagissiez très court sur la façon avec laquelle finalement Marie-Françoise plante le décor. Voilà. Qu'est-ce qu'attendent les vieux? C'est finalement Marie-Françoise qui l'exprime le mieux. On se fait un tour. Oui, écoutez Marie-Françoise, merci de nous rappeler qu'il est quand même bon de laisser la parole aux principaux intéressés. Parce qu'on est capable de ça, hein, de parler pour autrui, ça on arrive à faire, mais je trouve que nos discours s'éloignent parfois de la réalité quand on voit que le grand absent, parfois même de nos politiques, sont les principaux intéressés. Donc merci en tout cas d'avoir commencé par cela. Jean, vous avez le même sentiment? Oui, plus si jeune, mais pas si vieux. Moi, je sais ce que c'est un vieux. C'est quelqu'un qui est plus vieux que moi. Voilà. Donc, en gros, quand mon fils revient du bac à l'époque et qu'il me dit, je lui dis, celle qui t'a interrogé, elle était jeune, elle était vieux, mais elle était vieille. Ah oui. Quel âge? 40, voilà. Je me rappelle, à la jeunesse, qu'il y avait un de mes amis qui avait une fiancée et qui avait 25 ans, on en avait 18, c'était une vieille. Donc en fait, le vieux, c'est toujours celui qui est vieux, enfin, qui avance dans l'âge
il se considère effectivement plus très jeune, effectivement à la sortie de l'adolescence, quoi. Mais pas si vieux qu'on puisse le catégoriser dans un endroit dans lequel il perdrait a priori, il perdrait son autonomie. A priori, son avis compterait moins. J'ai été frappé là, par un sondage qui a été, sur le plan médical, qui a été posé dans des pays voisins, en Belgique, qui disait, finalement, on demande à la population comment on fait pour économiser la santé. Et bien, il y a quand même près d'un tiers, un peu plus d'un tiers de la population qui dit, après un certain âge, il faut arrêter de soigner. C'est embêtant quand même de se trouver dans cette situation. Vous allez pouvoir nous en... Vous voulez faire un rapport avec votre loi, non? Attends. Merci beaucoup de me permettre d'être ici ce matin au premier plan. J'aime bien ce que vous dites sur la définition d'être vieux, parce que je pense qu'en effet, c'est ceux qui sont plus âgés que nous. Et c'est pour ça que, pour moi, l'ex-ministre Régent Hébert est vieux. Et donc, ça me permet de dire, on le présente, je vous permettrai ça comme ex-ministre, mais Régent Hébert est une sommité au Canada et international en gériatrie et en recherche sur le vieillissement des populations. Donc, je pense que, parce que des fois, des ministres n'offrent pas toujours toutes les compétences. Ce n'est pas le cas, bien sûr, de M. Levin et de quelques autres, mais Régent est tout à fait particulier. La mise en situation que vous nous avez offerte me permettrait de façon évidemment profondément incorrecte de vous dire qu'au Québec, le problème est réglé. Parce que, en fait, ça ne l'est pas du tout, mais votre insistance sur un mot-clé qui est celui du partenariat nous a amené récemment, en fait c'est l'automne dernier, à développer et à insister sur la mise en place on appelle ça un cadre de référence sur le partenariat qui dépasse largement le concept de la consultation, de la collaboration, mais qui vient véritablement baser les relations entre les soignants et le système et les personnes vulnérables ou vieillissantes ou leurs proches dans un véritable partenariat pour que les choix soient faits ensemble. C'est pas de donner une opinion, c'est de co-construire le reste, la suite que nous souhaitons. Donc ça, c'est bien campé. Est-ce que c'est la réalité? Pas encore, bien sûr, mais il y a quelque chose de bien de ce côté-là. Oui, Antoine, tu représentes la FEP, beaucoup d'établissements, et dans les établissements, ton sentiment par rapport à ce que dit Marie-Françoise, il y a une vraie participation des personnes âgées dans le système. J'aurais tellement envie de dire oui. Malheureusement, ce n'est pas la réalité. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Hein. Il y en a, mais tellement insuffisamment. Il y a une telle charge, déjà, pour chercher à bien répondre aux besoins de base, qui sont l'hygiène, l'alimentation, la bonne alimentation à chaque repas, la prise des médicaments, le bon médicament, la sécurité par rapport à la déambulation, par rapport au parcours, que la recherche en propre de la volonté des personnes est souvent mise par défaut en retrait, par manque de temps, par manque de préoccupation. Alors ça ne veut pas dire que la volonté n'y est pas, elle y est, mais d'abord, elle est insuffisamment prise en compte donc pour des questions de temps, d'environnement. Et puis deuxièmement, moi ce qui me frappe dans ce que vous dites, madame, et dans le film qu'on vient de voir là, mais également dans d'autres retours, c'est que ce que demande Yvonne, ce n'est pas la même chose que ce que demande René. Ce n'est pas la même chose que ce que demande Paul. Or, dans nos établissements, on a déjà, et services, parce que je voudrais qu'on n'oublie quand même pas le domicile, on en a parlé, on en reparlera, on essaye de prendre en compte la personne telle qu'elle est, mais globalement, l'identité personne âgée. On essaye de prendre en compte ses désirs, ses souhaits, les désirs globalement de la personne âgée. Mais quelle personnalisation, c'est un deuxième sujet, quelle personnalisation de cette prise en compte du besoin et du désir de la personne. Et là, vraiment, on a beaucoup de retard, et alors on en reparlera probablement dans la table ronde, mais je suis effaré de voir que, avec la meilleure volonté du monde, nos professionnels ont déjà un défaut de prise en compte du désir de la personne âgée en tant que concept, je suis désolé de le dire comme ça, mais alors prendre en compte individuellement ce qu'elle souhaite différemment de tel autre, quelle a été la vie de René, qu'est-ce qu'elle a eu
parcours de vie, qui a été sa famille, quel a été son métier, quelle a été sa région. Et puis Huguette, ça n'a pas été la même chose. Et donc, si on veut la prendre en compte telle qu'elle est, ça veut dire qu'elle est dans une continuité de parcours. Et donc, que ce qu'elle a vécu avant, ça compte. Quelle prise en compte on en a individuellement? Et là, pour le coup, la question est brûlante. Et ça me fait réagir tout de suite, Régis, parce qu'au comité consultatif national d'éthique, dont tu fais partie, il y a eu quand même un certain nombre de réflexions autour justement des établissements. Et quand on voit, je ne sais plus, tu nous diras, le 128 ou la recommandation que vous avez faite, vous avez une charge qui peut paraître, pour quelqu'un qui se donne du mal en EHPAD et pour les aides-soignants qui font un travail admirable, ça peut paraître en disant, mais c'est incroyable, le comité nous descend autant, entre guillemets, je la fais orthopédiste, mais c'est extrêmement violent. Et donc, comment le comité éthique est arrivé à cette réflexion par rapport aux établissements, et ce que dit notamment ce qu'a dit Antoine, ou ce qu'on a déjà évoqué dans la table ronde précédente? Alors, je précise tout de suite qu'a priori, l'avis 128, c'est l'avis 128 du comité consultatif national d'éthique, n'est pas une charge contre les EHPAD, mais il est une critique du système qui contraint à l'EHPAD. C'est une nuance qui est relativement importante. Le point de départ, d'abord, le point de départ de cela, c'est un travail que j'avais eu l'occasion de mener d'ailleurs, puisque ça répond, je le signale aussi, cet avis du CCNE à une autosaisine, hein, c'est-à-dire qu'habituellement le CCNE est saisi par le gouvernement ou les assemblées, et là il s'est autosaisi faute de saisie sur ce sujet-là. Et le point de départ était, je le fais de façon anecdotique, mais ça n'est pas une anecdote, c'est une dame, lorsque je dirigeais l'Observatoire national de la fin de vie, nous avions fait tout un travail sur la fin de la vie des personnes âgées, la fin de la vie, et une dame, une résidente d'un EHPAD qui nous accueille, on lançait une enquête et qui nous dit merci de venir nous rencontrer, ça fait plaisir de voir des personnes. Sachez monsieur que dans cet établissement où nous sommes très très bien pris en charge, il y a quand même à mon avis, les 2/3 des personnes qui auraient souhaité surtout ne jamais y être. Mais nous y sommes parce que il n'est pas possible de faire autrement. Premier point. Le deuxième point que cette dame dit, c'est que ce qui est embêtant dans cette structure, c'est qu'il n'y a que des vieux. Troisième point qu'elle mentionne, tout ça c'était une seule phrase, hein, mais c'est que ce qui est embêtant dans cette structure, c'est qu'il y a presque la moitié des personnes qui sont gaga. Je reprends les termes de cette personne. Et quatrième point, dans la même phrase que dit cette dame, c'est qu'on aurait souhaité ne pas y être. Ce qui est embêtant, c'est qu'il y a que des vieux, il y en a beaucoup qui perdent la boule, et on nous contraint de payer pour cela. La boucle est bouclée, donc nous on s'est dit, peut-être ça mériterait quand même qu'en partant du point de vue des principaux intéressés, on s'interroge pour savoir quel est le soubassement éthique des politiques d'accompagnement du vieillissement qui peuvent conduire à presque une contrainte, à certains moments, de se retrouver dans un établissement dans lequel on n'a pas souhaité être. Autrement dit, qu'est-ce qui fait que les enjeux ou au motif de la sécurité, souvent, de ces personnes, parce qu'il ne s'agit pas, à mon avis, d'être dans un jugement qui serait complètement stupide, est-ce qu'au motif de raisons de sécurité pour les personnes, on doit les contraindre à une forme de perte de leur liberté? C'est ça, un des enjeux du travail du comité consultatif national d'éthique, derrière lequel, on y reviendra tout à l'heure, probablement il y a eu quelques ouvertures, ce qui est rare du point de vue du comité consultatif national d'éthique, qui sait réfléchir, poser des questions, mais a rarement des pistes de propositions autour de tout cela. Par rapport au grand débat qui existe aujourd'hui, enfin le travail d'autonomie, quelle était quand même cette écoute? Je te relance tout de suite parce que on est en plein dans le sujet, on va avoir c'est la semaine prochaine, vendredi prochain, la ministre nous présente les résultats. Alors à la suite de la sortie de cet avis, effectivement, hein, qui a pu être entendu, je le répète, contre une critique des établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes, mais qui ne l'était pas en réalité, hein, je le dis tout de suite, hein, je pense qu'il serait quand même un peu inconvenant de reprocher aux personnes de travailler du mieux qu'elles peuvent avec les moyens qu'elles n'ont pas parfois, alors que ce n'est pas ça l'objectif. À la suite de cet avis, qui utilise des mots assez forts, mais qui était volontairement fort pour pouvoir faire réagir, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, nous a sollicité pour intégrer le conseil scientifique du plan grand âge et de formuler des propositions qui, je pense, seront intégrées dedans, qui sont issues directement de cet avis. Marie-Françoise, tu voulais réagir?
J'ai eu la chance de participer à cette consultation, d'être dans l'atelier 5 qui s'occupait de la prévention de la perte d'autonomie. Et forte d'une expérience que nous menons dans notre association, une expérience d'immersion dans les établissements, où nous passons 24 heures dans les conditions de patients et ensuite nous faisons un rapport d'observation. J'ai beaucoup insisté dans et je crois que ça a été entendu par beaucoup, sur le fait que les aspects de la prévention médicale, comme la surveillance de l'hypertension ou des choses comme ça, qui sont tout à fait essentielles, la focalisation aussi sur les deux autres aspects de bien vivre, d'une bonne vie, c'est le relationnel d'abord, dont il faut s'occuper. Et puis si on fait des examens de santé réguliers pendant la retraite, il serait essentiel que ces examens de santé soient assortis de petits bilans, n'est pas un joli mot, mais quelque chose de ce genre-là, dans le savoir si la personne est reliée par sa famille, par ses voisins, par ses activités. Est-ce qu'elle a un entourage relationnel? Car c'est le pire, c'est cet isolement qui se produit, on le sait, et beaucoup des maladies qui font qu'on est catégorisé comme vieux et comme malade et comme ayant perdu, devenant gaga, tiennent au fait qu'on est dans l'isolement. Et ensuite, il y a une troisième chose qui me paraît tout à fait essentielle, c'est comme dans les méthodes Montessori, faire un bilan des capacités. Et que le vieux a absolument besoin d'être un contributeur, il a besoin d'être utile, et je pense que c'est quelque chose qui doit avancer, c'est que nous ayons une place dans le domaine relationnel en particulier, localement, dans les universités, en constituant des équipes qui soient soutenues par les CCAS ou par un organisme de la municipalité, pour avoir des activités en rapport avec nos goûts, nos rêves, nos capacités. Qu'est-ce que nous savons faire? Moi, si je sais tricoter, je peux, une demi-journée par semaine, faire un atelier de tricot et avoir une activité insérée, une équipe qui fonctionne, ne plus être dans l'isolement, et on traiterait de la prévention de la perte d'autonomie d'une manière un petit peu originale et différente, pas seulement sur le plan de l'hypertension ou d'autres éléments du diabète ou autre chose qui malheureusement peuvent être des causes de perte d'autonomie. Enfin, je pense que l'absence relationnelle et l'absence de participer, d'être dans le don, dans quelque chose d'intéressant, c'est très très important. Je veux bien réagir à ce que vous dites, parce que peut-être le trait saillant de cette réflexion du comité consultatif national d'éthique, c'était de faire le constat suivant, c'est que finalement dans nos sociétés, les temps des personnes âgées ne croisent de moins en moins les temps de ce qu'on appelle les actifs. Au point que parfois on en arrive à penser que la personne âgée qui a des troubles de son indépendance ou des troubles de son autonomie est atteinte d'une détérioration cognitive, alors qu'elle est tout simplement dans ce qui caractérise l'âge et qui est un ralentissement, mais pas forcément une perte. Si bien que quand les temps ne se croisent plus, les conversations n'existent plus non plus. Et quand les temps ne se croisent plus, le système de santé lui-même est pris à défaut, puisqu'il n'écoute plus ce que les gens ont à dire, au motif qu'il faut aller vite. On a une survalorisation de la rapidité, de la performance, de la jeunesse parfois aussi, qui fait qu'on croise de moins en moins la réalité que vit une personne âgée qui a des choses à dire, qui, si on voulait bien les entendre, serait d'une clarté, à mon avis, sans une autre pareille. Et ce sentiment une difficulté d'écouter, parce qu'on parle, on n'arrête pas de dire il faut écouter les personnes. Et finalement, on a le sentiment qu'on n'y arrive pas. Enfin, on ne trouve pas soit le temps, soit l'organisation. Comment se fait-il qu'on fasse ce constat encore depuis le temps qu'il écrit des rapports, on parle des projets personnalisés, enfin, on en rajoute partout. Et en fait, on est toujours en train de faire le même constat, c'est que finalement, on n'y arrive pas. Donc, quelle peut être cette explication? Parce que ça questionne complètement les pratiques. Enfin, l'éthique, c'est d'abord, le thème, c'est l'éthique et la réalité. Par rapport à la réalité, finalement, on voit bien qu'on a un re-questionnement sur nos pratiques qui est considérable dans ce que vous venez de dire tous les deux. Comment vous voyez les choses? L'éthique, c'est une interrogation d'abord. Et donc, comme ça a été très bien dit, effectivement, il y a des valeurs immuables, mais il y a des circonstances et des personnes qui créent une interrogation de ces valeurs immuables
à partir de situations données. C'est, je peux dire, édicter la bienveillance, mais la bienveillance, elle ne va pas s'appliquer chez Huguette comme chez Agnès, et Huguette, elle peut se trouver dans des circonstances qui sont variables. Donc il y a deux variables, une constante et deux variables. Et pour appliquer la constante, il faut que je tienne compte des deux variables qui ne peuvent pas faire modifier la valeur bienveillance, mais qui peuvent l'adapter à deux situations, la circonstance et la personne, ce qui est à peu près la même chose. Après, il y a un équilibre à trouver. Cet équilibre, le mot sécurité a été utilisé. On est dans une société à la recherche du zéro défaut et qui est sécuritaire. Je ne prends pas le risque de. Voilà. Donc, il vaut mieux, je caricature, il vaut mieux que la personne soit en EHPAD, parce que là, au moins, je suis tranquille, je dors chez moi, etc. Parce que je suis le fils de la dame qui vit à domicile et que j'ai peur qu'un matin, la porte soit fermée, que j'ouvre et que je le trouve mort derrière la porte. Et donc, c'est plus sécurisant pour moi et pour la société. Et donc, il y a un conflit de valeurs. Il faut accepter que l'éthique, c'est un conflit de valeurs, que la vie, c'est un conflit de valeurs. Et le conflit de valeurs, c'est entre l'autonomie de la personne et sa vulnérabilité. Au nom de sa vulnérabilité, je dis, je vais décider à ta place parce que je te protège. Je dirais même, nous te protégeons. C'est une protection collective. Voilà. Et c'est un consensus collectif. On ne prend pas de risques. Donc je te protège un maximum. Je t'empêche de sortir, parce qu'après tu peux tomber. Je t'empêche de refuser le vaccin, parce que si tu as la grippe, tu vas mourir, etc. Et puis il y a l'autre côté qui est l'autonomie. L'autonomie, c'est je t'écoute et je fais ce que tu veux. Et là, on retombe dans l'individu. Et donc, ce conflit entre la vulnérabilité et la fragilité, que l'on est obligé de prendre en compte. Moi, j'avais un médecin de soins palliatifs, que connaît Régis, qui me disait, moi, toute la journée, je fais ce que le malade ne veut pas. Le matin, je passe, je lui dis, allez, on va se lever. Non, non, je ne me lève pas. Ah, si, il faut se lever. Bon, maintenant, on va manger. Ah, pourquoi? Non, j'ai pas faim. Un tout petit peu, pour me faire plaisir. Et donc, on est dans une situation de contrainte ou d'incitation de protection, et que cette protection, à un moment donné, elle peut empiéter sur l'autonomie et faire en sorte que, au nom de « je te protège », j'en arrive à ne plus te demander ton avis. On est un peu héritier d'une morale kantienne. La morale kantienne, c'est ne fais pas à quelqu'un d'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, et fais à quelqu'un d'autre ce que tu voudrais qu'on te fasse. Elle est cassée. Elle est cassée parce que quand je dis, moi, si j'étais comme elle, cette personne, je ne voudrais pas vivre, je ne suis pas à sa place. Quand je dis, moi, si j'étais à la place de cette personne, je voudrais aller courir dans le jardin, je ne suis pas à sa place. Et donc, réfléchir à la place de l'autre quand on est autonome est bien important. C'est très compliqué, parce qu'on est toujours en surprotection, et la surprotection amoindrit l'autonomie. Est-ce que juste pour mettre d'accord sur des sémantiques, est-ce que cette façon de voir, finalement, qu'on a un peu tous, est plutôt une logique de bien-traitance, c'est-à-dire qu'on pense ce qui est bon pour l'autre? Parce que je trouve qu'on a parlé de la sémantique, mais on a un vrai problème de sémantique chez nous. Et tant qu'on ne s'est pas mis d'accord derrière les mots, et est-ce que l'autre vision de voir est plutôt une approche de bienveillance? Quelle différence vous faites entre bien-traitance et bienveillance? Parce qu'on voit bien que derrière ça, c'est une façon différente d'approcher, d'être en relation avec nos vieux. C'est-à-dire que si je prends moi comme référence, et que moi je suis le sachant debout, et que je parle à une personne qui est en vulnérabilité, et forcément qui n'est pas sachante, mais qui est souffrante, eh bien j'ai tendance à dire « je sais », et donc je vous impose ou je vous incite à. Regardez dans les lois d'ailleurs, hein, il y a une loi qui disait que le malade qui refusait un traitement salvateur, la loi antérieure disait que, bien sûr, il avait le droit de refuser, mais que le médecin avait le devoir de tout mettre en œuvre pour mettre en place ce traitement. Tu vois bien la contradiction. Le médecin, il est obligé de convaincre son malade, je vais te faire ça parce que ça va te sauver, et le malade, il dit non. Et à la fin, c'est le malade qui a raison. Ben, il vaut mieux dire, j'éclaire le malade autant que je peux, je chemine avec lui, et ensuite il prend la décision. C'est autre chose que d'obliger le médecin à avoir l'obligation de convaincre et donner en plus au malade le droit de choisir. Vous vous y retrouvez par rapport à ce qu'on dit au Canada, cette approche, cette réflexion, comment vous la portez par rapport à l'instance que vous pilotez, qui est quand même l'équivalent de notre HAS en France? Ça fait partie des sujets de fond que vous avez eus? C'est encore d'actualité? C'est déjà passé? Vous êtes déjà dans la pratique? En fait,
il y a eu des éléments de discussion qui étaient très franco-français. Alors, pas que je m'y perdais, mais j'écoutais attentivement ce qu'ils disaient, mais le relief de quelques échanges ont transporté ça sur quelque chose qui se passe aussi au Québec. Juste rappeler 2-3 éléments, Dr. Hébert en faisait état. Nous avons un contexte particulier au Québec, un vieillissement accéléré. Non pas qu'on vieillit plus qu'une année par année, mais c'est la charge démographique là, qui nous rattrape rapidement. Mais en même temps, on a aussi une augmentation importante de l'espérance de vie de la collectivité, mais aussi des personnes âgées. Donc, on est pratiquement, on n'est pas les meilleurs au monde, mais on s'y approche beaucoup pour l'espérance de vie. À 65 ans, on est à 6 mois des Suisses pour les hommes, puis à 2 ans des Japonaises là, pour les femmes. Alors, ça a augmenté beaucoup. En fait, ça augmente de 7 heures par jour chez les hommes, à tous les jours depuis une bonne trentaine d'années, puis à peu près de plus que 3 heures. J'aime ça changer ça, Régent me connaît là-dessus. Mais ça donne une idée de cette augmentation-là. Et l'augmentation n'est pas en mauvaise santé, elle est pour la majorité en bonne santé, vous le situiez très bien tout tantôt. Ce qui était dit aussi par Dr. Hébert, c'est une infime partie des gens qui se retrouvent en CHSLD. En fait, pour nous, c'est nos EHPAD. On appelle ça des centres d'hébergement de soins de longue durée. Et la majorité, donc, des gens restent... là, ça me fait quoi? Parce que je manque toujours ces faces quand je parle. Mais je les reprendrai plus tard. Non. C'est pas grave. En autant que ce soit pas moi ce que j'ai vu. J'ai pas eu le temps de lire, là. Ben, j'imagine que... Alors, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on a ces changements-là, mais si on demandait actuellement à la population du Québec, qu'est-ce que vous retenez? C'est quoi l'impression que vous avez? Ils ont une impression que vieillir, au Québec, c'est une marche vers l'inéquité. Et ça a été dit tantôt, c'est une marche vers, si tu as de l'argent, tu vas avoir des bons services. Si tu n'en as pas, tu vas être dans les CHSLD. C'est comme si toutes nos personnes âgées devaient aboutir en CHSLD, ce qui n'est pas le cas. Et en CHSLD, on a des préoccupations, les gens ont l'impression qu'ils sont maltraités, mal soignés. Il y a eu un débat politique l'année passée sur le nombre de bains qu'on devait donner par semaine. Alors, le ministre du gouvernement d'avant a défendu longtemps qu'un bain par semaine, c'était suffisant. Et là, non, mais c'est pas une farce, ça, c'est vraiment comme ça. Mais les partis d'opposition ont dit non, c'est 2 bains par semaine. Alors, quand on est rendu sur une ligne, non, mais c'est pas une farce. Ça a été vraiment comme ça. Ça rassure. Mais attention, ça vous rassure peut-être, mais pour nous. Ça rassure vis-à-vis de la politique française. Oui. On est à 3. Oui, on n'est pas si pire que ça, mais, parce que ça, c'était l'expression de politiciens, et même des patates en poudre, de faire une sortie avec un ministre pour aller goûter ce qu'on mangeait en CHSLD. Donc, pour donner une impression que, non, c'est pas si pire que ça. Et des actions probantes réussissent sans doute au niveau de la maltraitance. Jamais on a eu au Québec autant de services et autant de préposés aux bénéficiaires. On voyait ça dans le clip cinématographique qu'on a eu, qui sont engagés, qui sont en appel, mais on en manque. On a un problème de service. Mais je veux quand même réinsister que pour nous, l'éthique de service auprès des populations vieillissantes, c'est de le faire, et c'est un concept émergent, récent, mais très authentique, très réfléchi, c'est de le faire en partenariat. Mais ce n'est pas quelque chose de complété dans l'action réelle de tous les citoyens, mais c'est de le faire en partenariat au niveau du noyau le plus centré sur la personne possible, le plus de proximité possible. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi les questions de l'environnement. On a parlé du logement, des municipalités aidantes au niveau des personnes âgées ou d'un Québec ami de ces personnes âgées, etc. Donc, il y a toutes sortes de programmations et de services qui peuvent être menés là. Mais il y a aussi le policy making, les grandes politiques. Dr. Hébert soulignait seulement 5% des besoins de services à domicile sont comblés. Il y a là une lacune évidente. Et il y a des choix qui sont faits. Je vais vous en donner un autre, puis j'arrête là-dessus. Il y a quelques semaines à peine, l'INES que je représente a décidé de recommander de donner un médicament, le Spinraza, c'est pas pour des problèmes de personnes âgées, au contraire, c'est pour des jeunes enfants, très jeunes souvent, qui ont une sclérose latérale amyotrophique, enfin, une amyotrophie spinale, je suis désolé. Et c'est un médicament prometteur qui n'a pas fait toutes ses preuves, et on a décidé de dire, bon, c'est bon, on pourrait, pour une promesse de valeur, tout ça. Ça coûte 91 millions de dollars pour 62 enfants sur 3 ans. Et il n'y a pas de preuve absolue scientifique de ce côté-là.
Et on le met dans nos recommandations, Madame la ministre, ceci correspond à 423 000 heures de soins à domicile. Madame la ministre, ceci correspond à 447 lits de soins de longue durée. Madame la ministre, ceci correspond à 407 places en soins palliatifs. Alors, vous avez le choix, vous pouvez décider, et la décision, c'est de dire, bien, on va le donner aux enfants, tout ça. Mais cette éthique-là, au niveau national, des grands choix, ce relief-là n'est pas encore complètement absorbé dans la société québécoise. Et très franchement, il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à faire ça non plus. Alors ça pose un problème qui est grandissant parce qu'on s'en va vers là où vous êtes déjà un peu, mais nous, on s'en va plus vite et plus loin en termes d'espace démographique. Ça me fait réagir sur... Derrière ça, c'est l'éthique. Il y a un peu l'éthique de la performance. Je voudrais revenir parce que vous parliez d'un système de performance macro, plutôt plus pour les vieux ou pour les enfants. Mais en préparant, on évoquait ce problème de l'éthique de la performance. Effectivement, par exemple, je reviens sur les aides-soignants, ou sur le nombre de bains, où on est dans un système où finalement on essaie de tout codifier. Il faut qu'une aide-soignante fasse 10 toilettes, 12 toilettes. Et est-ce que notre façon d'évaluer, de valoriser, de compter n'est pas complètement à l'opposé de ce qu'il faut bien faire? C'est-à-dire que si on est dans la personnalité intime, il y a des gens qui veulent un bain et d'autres qui veulent peut-être un bain par jour et d'autres un bain tous les 15 jours. C'est-à-dire qu'est-ce que ça ne réorge pas considérablement nos organisations, nos modes d'évaluation, nos modes de financement? Est-ce qu'on ne fait pas fausse route? Et que si on veut vraiment améliorer le système, il faut changer complètement le paradigme, mais le paradigme à tous les niveaux, et en particulier sur ces systèmes d'organisation de financement. Tout ça, ça me ramène un peu en arrière. En vous entendant parler, je repense à ma pratique médicale quand j'ai démarré mon activité de chirurgien il y a bientôt 40 ans. Donc j'avais été formé à Paris, Internat, Clinica, et bon, j'avais a priori techniquement une bonne formation. Et mon organisation, tout était organisé autour de moi. C'était moi le chirurgien. C'était au niveau de ma personne, de ma décision, de mon organisation, de mon bloc opératoire. Ça ne me posait aucun problème. Et ça ne posait aucun problème à personne à l'époque. Ou alors ceux à qui ça posait des problèmes, ils ne le disaient pas, ou alors je ne les entendais pas. Alors je dis ça avec beaucoup de regrets a posteriori, maintenant c'est fait, mais j'avais simplement pas la culture à l'attention à la personne, en tout cas dans les études médicales. Alors, je veux quand même donner un petit peu d'optimisme. Il y a quand même eu des évolutions. Toutes les lois de santé depuis 40 ans ont toutes eu une marche supplémentaire sur la prise en compte de la personne. D'abord, globalement, la personne, puis de plus en plus individuellement. Je veux quand même avoir un tout petit peu d'optimisme pour ce qui nous attend derrière. La preuve, c'est la table ronde. La préoccupation que nous avons, mais ce n'est pas gagné parce qu'il y a encore des choses à faire. Alors, il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet du temps. Vous en avez parlé tout à l'heure. Le temps à la personne. Et effectivement, tu parles de performance. Oui, il y a une telle contrainte. Alors, il faut qu'on dépense bien. OK. La quantité n'est pas la qualité. OK, très bien. Tout ça, on connaît. Donc, on essaye de faire toujours mieux. Mais toujours mieux, c'est des contraintes financières, c'est des contraintes de temps. Et le temps dévolu à une personne âgée qui, effectivement, d'un point de vue cognitif, d'un point de vue physique, a besoin, et plus ralenti, a besoin pour réfléchir, pour s'exprimer personnellement. Moi, Huguette, moi, René, moi, Paul, j'ai besoin de plus de temps. Ce temps, on ne l'a pas. Ce temps, on ne le donne pas. Et donc, c'est vraiment un problème tout simplement temporel. Deuxièmement, c'est un problème de formation. Alors, les formations de tous les acteurs dans les études médicales, dans les études infirmières, dans les études soignantes, sont encore insuffisamment sur l'attention à la personne. La personne, le concept de personne et de la personne individuelle. Alors, fort heureusement, il y a les choses qui font. Bon, alors, je sais que demain, il y a une table ronde là-dessus. On parlera de l'expérience patient. Nous, à la FEAP, on a mis en place le concept de associons nos savoirs. Associons nos savoirs, c'est-à-dire que dans une formation, quelle qu'elle soit, la personne qui étudie a en face d'elle un sachant professionnel et un sachant usager. Et imaginons l'impact pour une aide-soignante d'avoir en face d'elle, une étudiante aide-soignante, d'avoir en face d'elle, dans un cours, une aide-soignante en activité enseignante qui lui explique le soin à la personne et
une personne âgée qui lui explique le soin à sa personne. L'impact n'est pas du tout le même. Donc culturellement, il y a un énorme travail à faire vis-à-vis de la formation pour que cette formation soit beaucoup plus ciblée sur les attentes de la personne. Et ça conduit aussi à s'interroger sur l'attrait des métiers à la personne, l'attrait financier, l'attrait culturel. On voit des écoles d'aides-soignantes dans lesquelles on n'arrive plus à recruter. Il n'y a plus dans les écoles d'aides-soignantes de personnes qui désirent faire ce métier, alors que ce sont des études accessibles, même sans baccalauréat, avec une population nombreuse qui est au chômage, et une formation de courte durée. En un an, ils peuvent être sur le marché du travail. Ils ne sont pas attirés. Le métier a une telle mauvaise réputation que il y a une espèce de bashing qui fait qu'on n'aime pas faire ce métier. Juste, je fais une toute petite parenthèse sur ce métier. On a fait un travail passionnant avec Odoxa et un certain nombre de groupes au niveau de NES sur le problème des aides-soignantes. Il y a un problème majeur, la non-reconnaissance, qui n'est pas que financière. Mais le problème des aides-soignantes, on a regardé ça sur des stresseurs, si ça vous intéresse, on peut vous le communiquer. C'est les professionnels, on a regardé sur tous les professionnels de santé, on a fait ça avec l'équipe universitaire de Dijon. Les aides-soignants sont dans un état de souffrance. C'est eux qui prennent l'agression des patients, c'est eux qui se payent toutes les ruptures de tâches parce que le docteur il se pointe, il dit je fais la visite et bon. C'est eux qui se prennent tous les stress. Oui, on a regardé tous les stresseurs. On a un sujet majeur. Il va falloir qu'on fasse des campagnes parce que les patients aussi ne se traitent pas bien vis-à-vis. Il n'y a pas que les professionnels. Les patients aussi, ils engueulent l'aide-soignant, ils ne savent pas dire bonjour correctement à l'aide-soignant alors qu'ils disent bonjour au docteur. Enfin, on a un sujet majeur. Je voudrais juste passer 2 secondes la parole à Marie-Françoise et ensuite vous réinterroger parce qu'il nous reste 8 minutes sur un sujet qui est quand même, parce que finalement on parle d'éthique, mais on a un vrai sujet sur l'aspect médicalisation. Est-ce que notre médicalisation, entre guillemets, de la vieillesse ne nous fausse pas complètement dans notre réflexion? Excusez-moi, alors 2 petites remarques. Une première, c'est Xavier Emmanueli a monté une formation pour les personnes qui encadrent ou qui sont dans les soins pour les personnes âgées, dans laquelle c'est une formation sur 1 an, qualifiante, lui donne un diplôme universitaire, il a réussi un pari incroyable, et il a demandé pour chaque élève qui est déjà au travail, en principe à des domiciles, une marraine ou un parrain, un vieux. Alors nous sommes des volontaires vieux qui accompagnons la formation pendant 1 an des personnes qui vont entourer des vieux. Je trouve que c'est une idée absolument formidable parce que c'est un vrai contact avant le travail avec les besoins et discuter de comment ça se passe. Deuxième chose, je vais vous laisser parce que ça sera trop. Non, mais vas-y, deuxième chose. Non, on a la chance de vous avoir, Marie-Françoise. Non. La question du sens. Je voulais parler de la question du sens parce que nous, on a donc dans notre slogan donner du sens et de l'utilité à l'allongement de la vie. Et le sens, je pense qu'il y a beaucoup de choses à en dire et nous avons une expérience tout à fait comme ça qui est tombée. Un monsieur est venu, nous avons des groupes de parole qui sont suscités par des membres qui, moi je voudrais parler de osons vieillir ou je veux parler du vieillir en couple, peu importe. Il y a quelqu'un qui a dit, moi je propose de faire un groupe sur la spiritualité. Alors on a dit, bon, on verra s'il y aura des personnes qui vont y aller. Il a dit, mais je ne voudrais pas qu'il y ait plus de 12 personnes. Actuellement, on est 5 groupes, 2 heures par mois, qui ont adhéré à participer à un groupe sur la spiritualité. Je veux dire que la fin de la vie, en bon état relatif, c'est un moment aussi qui nous permet un cheminement vers le sens de la vie. C'est très très important et c'est la question qui peut se poser pour beaucoup. Merci beaucoup, François. Il reste 6 minutes. Une seconde sur la médicalisation. Oui, je veux bien qu'on prenne un peu ce sujet. Ouais, je vous donne un exemple sur la médicalisation et le partenariat. On a été appelé, comme HAS française, mais INES au Québec, à se poser la question sur le remplacement des défibrillateurs cardiaques. Pour les chirurgiens, ça ne posait pas de problème. Il y a quelques considérations évidemment physiologiques, etc. Et on a dit, écoutez, ça vous dérange si on va faire un comité d'expertise sur cela, mais on va inviter des patients. Ah, on peut les consulter. Non. Ils vont être sur la table, ils vont être autour de la table plutôt. Parce que là, c'est... Autour de la table, ils vont délibérer l'aspect scientifique et on va faire des recommandations à la ministre en fonction de eux et de vous ensemble. Les chirurgiens étaient là.
Mais j'ai pas besoin de ça. Moi, je connais très bien les patients. Je sais très bien comment ils réfléchissent. Ça fait des années que j'opère. Non, ça vous dérange pas? Mais j'ai pas du tout. Alors, finalement, ils ont accepté. Ça a été pour eux une révélation. Parce que les patients qui ont été impliqués là, qui avaient une expérience, et on a une école, en fait, à l'Université de Montréal, il y a un centre d'expertise en partenariat patients et citoyens, et on a utilisé leur expertise, et les recommandations, les chirurgiens eux-mêmes ont dit, on n'avait pas pensé qu'il y aurait une telle influence. Ça a été différent, ça n'a pas été les mêmes sur les guides de proposer comment aborder ça avec le patient. Parce qu'il y a des patients qui disent, vous savez, moi, mon rêve, cher docteur, c'est de mourir dans mon sommeil. Bien, je peux vous assurer qu'avec un défibrillateur, ça ne vous arrivera jamais. Oui, mais moi, c'est pas ça que je veux. Oui, mais si je ne vous le remplace pas, vous allez probablement mourir d'ici 2 ans. Mais ça ne me dérange pas, je veux mourir dans mon sommeil et je suis prêt à ça. Alors, ça change toute la perspective. Donc, quand on parle de médicalisation, il y a moyen de la transformer elle aussi. Ouais. Jean, on fait un petit tour comme ça en même temps. Oui, c'est sûr. Il est un peu abusif s'il dit si je vous mets des défibrillateurs, vous ne mourrez pas dans votre sommeil. C'est quand même un petit peu abusif parce qu'à mon avis, on peut aussi mourir avec un défibrillateur dans son sommeil. Heureusement, d'ailleurs. Je crois qu'il y a. La France a longtemps vécu avec un problème d'étanchéité entre les systèmes. Et on le voit aujourd'hui plus fort dans la personne âgée parce qu'on se trouve à la limite entre le médical et le médico-social. Et le problème du médico-social, il pose d'abord un problème de financement. Est-ce qu'on finance la dépendance de la même façon, on fait une 5e branche de la sécurité sociale, ou est-ce qu'on laisse l'autonomie particulière? Est-ce que la dépendance est une maladie? Si on regarde médicalement, oui, il y a des altérations cellulaires, il y a des éléments qui sont objectifs. Pour autant, est-ce que vieillir, c'est être malade? Pas forcément. Donc on voit bien qu'on est déjà dans ce qui est difficile à gérer, c'est-à-dire des systèmes à cheval l'un sur l'autre. Petite expérience antiboise. On fait une maison de retraite publique et on la colle à l'hôpital parce qu'on voit bien qu'entre la maison de retraite et l'hôpital, il y a bien une relation. C'est pas parce qu'on est dans une maison de retraite qu'on doit être très très éloigné du cœur de ville, et c'est pas parce qu'on est dans une maison de retraite qu'on ne doit pas avoir des soins, y compris une IRM ou un scanner. Puis le deuxième point, c'est on fait pénétrer le CCAS antiboise à l'intérieur. Et là, gros scandale, mais comment? Mais non, l'animation c'est nous, faire du tricot, etc. Ça n'a rien à voir. Si on arrivait à décloisonner le système, on verrait que les villes mènent des politiques d'accompagnement, de vieillissement, généralement de bonne qualité en France. Si on les faisait pénétrer à l'intérieur des systèmes, publics ou privés, d'hospitalisation, si on faisait en sorte qu'on ne soit pas dans le séquentiel, deuxième type de cloisonnement, c'est-à-dire que tu restes à la maison le plus longtemps possible, et puis hop, à un jour, tu passes la porte de l'EHPAD, et il y a écrit comme dans l'enfer de Dante, abandonne toute espérance, toi qui pénètres dans cette maison. Eh bien non, il faudrait quand même des épisodes qui sont des expériences intéressantes dans lesquelles on y va, on peut rester 15 jours, on retrouve de l'autonomie, on retourne chez soi. Donc il me semble qu'on a besoin de beaucoup de souplesse entre le médical et le médico-social, entre les politiques menées par les collectivités et les systèmes de santé, et probablement aussi entre les EHPAD et les centres hospitaliers privés ou publics. Il faut bien qu'il y ait un questionnement éthique collectif. C'est un problème de société. En rappelant quand même que depuis la dernière guerre, l'évolution des démocraties en général, si vous regardez la société tribale et la société démocratique évoluée, c'est l'augmentation de l'autonomie. Toutes les lois qui sont faites pour donner plus d'autonomie individuelle. Ce qui gêne effectivement les lois lourdes et qui faisaient « je suis le chef et je vous impose », qui avaient ses avantages, c'est-à-dire, mais qui, on le voit aujourd'hui en France, comporte aussi quelques inconvénients. Je crois que le temps passe, si on veut quand même quelques questions dans la salle. Régis, tu réagis, puis on prend les questions dans la salle. Alors, deux points rapides. Par rapport à cette question de la médicalisation, une remarque un peu générale, je pense qu'il en est de la médicalisation, voire de la surmédicalisation du vieillissement. Cette surmédicalisation est à la hauteur probablement du déni collectif du vieillissement. C'est-à-dire qu'on se tourne vers la médecine pour répondre ou résoudre des questions qu'on ne veut pas traiter sur un plan plus politique ou plus social. C'est la première remarque. Si médicalisation il y a, parce qu'elle a quand même des mérites, cette médicalisation, c'est ce que vous nommiez tout à l'heure, on est de plus en plus nombreux à vivre de plus en plus longtemps en forme. Voilà, mais ce n'est pas qu'à cause des médecins d'ailleurs. Mais vous êtes d'accord avec cette... Mais la conséquence quand même de
cet aphorisme-là, c'est que une conséquence peut-être impensée de cela, c'est que notre système de santé, qui contribue à améliorer la santé quand même, donnons-lui ce mérite, contribue aussi à générer des nouvelles figures du vieillissement ou de la vie possible avec du handicap, de la perte d'autonomie, etc. Et si la médicalisation ne s'accompagne pas d'une capacité à accompagner ce que cela produit, c'est-à-dire de la perte d'autonomie, de la perte d'indépendance, eh bien à ce moment-là, c'est un peu dramatique. Je termine juste là-dessus. Moi, j'ai été très choqué par quelques chiffres, ou quelques données dans les travaux qu'on a pu faire. C'est le chiffre du suicide des personnes âgées dans nos pays. C'est le chiffre de la dépression dans les établissements médico-sociaux. Et c'est un chiffre qui n'est pas un chiffre d'ailleurs, mais ce sont des travaux de nature qualitative qui montrent une poussée sans précédent du sentiment d'indignité de certaines personnes âgées, qui ont le sentiment d'être un poids. Donc si on n'accompagne pas la médicalisation ou le système de santé dans ce qu'il génère, eh bien on récolte cela, de mon point de vue. Très intéressant. Oui, très très vite. Il va falloir un jour qu'on considère les acteurs du domicile d'une meilleure manière qu'actuellement. Les SAD, SIAD, SPASAD sont en grande difficulté parce que le métier n'intéresse pas, parce que le métier est à course et parce que, on voit encore dans Ma Santé 2022, il n'apparaît pas. On parle des médecins généralistes, des médecins traitants, c'est très bien, mais avant eux, il y a un premier recours qui est de la santé et qui est fait par ces acteurs. Alors, les infirmières de pratique avancée, on l'aborde, mais très très prudemment, trop prudemment. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, les progrès de l'information médicale, des NTIC, l'intelligence artificielle, etc. Ça arrive, c'est une très très bonne chose. Ça va améliorer techniquement et ça va harmoniser certaines pratiques, tant mieux, parce que ça va l'harmoniser vers le haut. Maintenant, ça pose quand même deux questions. La première, c'est l'appropriation, la personnalisation de l'accompagnement et du soin. Va-t-il pouvoir être toujours disponible? L'homme humain, médecin ou infirmière ou usager, d'abord usager, va-t-il pouvoir garder la décision finale par rapport à l'informatique? Ça, il y aura une table ronde, mais moi, c'est une question qui m'interpelle. Et deuxièmement, ça va faire gagner du temps homme, certainement. Qu'est-ce qu'on va faire du temps homme gagné? Va-t-il être récupéré pour des raisons de rigueur budgétaire ou va-t-il être redonné au temps à la personne? C'est une grosse question. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, quand vous interrogez les jeunes, je fais ça parce qu'on a eu des études récentes, quand vous demandez à un interne de médecine ou à des infirmières quels sont le temps qu'ils passent dans la journée devant leur ordinateur, on est, suivant les spécialités, entre 60 et 70%. Et donc nos usages au jour d'aujourd'hui ont besoin d'avoir comme un indicateur, est-ce que les usages de DNTI, est-ce que ça redonne du temps pour la relation? Sinon on fait forcément fausse route. Alors pour essayer de gagner du temps et qui ne coûte rien, permettre à l'interne de l'hôpital ou de la clinique de garde d'aller dans l'EHPAD pour éviter que la personne sorte de l'EHPAD en ambulance. Chez moi, ils sont accolés. Eh bien, l'interne ne peut pas aller en EHPAD. Et donc, le malade sort en ambulance, va aux urgences et est vu par l'interne. Donc, ça ne coûte rien, ça. Au contraire, ça rapporte de l'argent. Donc, le fait de dire que désormais, il y a un projet collectif des collectivités territoriales, des CCAS, du social, qui pénètre à l'intérieur du médical, et du médical de l'EHPAD, c'est aussi une façon de régler le problème sans coûter le plus cher. Et enfin, moi je reviens sur ce qu'a dit Régis, attention à ne pas coller à l'ensemble de la santé le tragique de la vie. Le tragique de la vie, c'est qu'on va mourir, voilà. Et le tragique de la vie, c'est qu'on va vieillir. Et le tragique de la vie, c'est que, effectivement, on a une destinée que l'on connaît parce que nous sommes des hommes. Et que ça n'est pas la médecine qui va régler ce problème. Et il y a un tabou aujourd'hui de la mort, du vieillissement, de la dépendance, qui est relégué sur l'ensemble de la santé, alors que c'est une prise de conscience d'une société. Et bien, tant que la société ne prendra pas conscience qu'elle a ce problème général, et que ce problème général ne se règle pas uniquement au niveau médical, eh bien, à ce moment-là, on fera un immense progrès, parce qu'on responsabilisera l'ensemble de la population, plutôt que de mettre la pression sur l'aide-soignante qui n'a pas le temps. Marie-Françoise, dites-nous que c'est pas tragique, sinon on va tous aller boire alors des
Dites-nous que c'est pas tragique. Le tragique de la vie, c'est la ça beauté du de la tout. vie aussi. Je ne trouve pas du tout tragique de vieillir, au contraire, c'est fabuleux. C'est une aventure extraordinaire. On découvre tous les jours des choses, tous les jours on rencontre, on a des rencontres, on a des surprises. C'est une vie exceptionnelle, il faut en profiter. Vieillir, c'est formidable. Merci, bravo.